Merci. Le temps malheureusement me manque pour vous parler de Notre-Dame de Paris comme j'aimerais vous en parler. C'est un édifice éblouissant, peut-être pas tant par son architecture que par la place qu'il prend dans l'histoire de l'architecture, et en particulier un moment capital de l'histoire de l'architecture qui est l'architecture gothique, au moment où on passe de l'ère des tâtonnements à ce qu'on appelle le rayonnement de l'architecture gothique classique. Et puis après, il y a cette épopée fabuleuse de la grande restauration de 1844 à 1864, à laquelle semble donner écho le grand effort qui est fourni pour la restauration de la cathédrale de Tournai, et pour lequel on ne peut pas espérer plus grande chance pour les grands édifices qui nous sont légués par l'histoire. Je vais m'attarder à juste un aspect de curiosité, qui sont les voûtes sexpartites et leur équilibre, et dont le point de départ a été à la fois une opportunité et puis une espèce d'aventure dans l'absurdie, et donc dont je vais vous dire quelques mots maintenant. Alors, ça risque peut-être d'être très court comme communication, mais je pensais quand même qu'il serait plus intéressant de garder du temps pour les débats après, parce que je suis assez conscient de soulever quelques histoires un peu surprenante. Alors, la cathédrale, désolé, la maquette est très schématique, hein, c'est pas sérieux du tout, mais ça sert d'illustration. Après le déjeuner, je pense que c'est bien d'être resté simple. Donc, la reconstruction en style gothique de la cathédrale de Paris commence en 1163 avec un nouvel évêque. Mais ce n'est pas le nouvel évêque qui fait l'histoire, c'est tout d'un coup aussi le basculement d'une société qui, dans l'épopée médiévale, tout d'un coup trouve un souffle absolument extraordinaire, qui réorganise la société, qui réorganise les villes, qui lance enfin la reconstruction en style moderne des édifices consacrés par le culte. Début 1163, par le chœur, puis le transept de 1177 à 1200. On démolit la nef de l'ancienne cathédrale. On attaque la construction du chœur, de la nef qui se termine en 1220. Et puis on dit en général que les grandes tours occidentales, qui n'ont jamais été conçues pour être terminées par des flèches, quoi qu'on en dise, se terminent vers 1230. C'est une construction extrêmement rapide. Je fais référence tout à l'heure à ce qui a été dit sur les problèmes d'approvisionnement d'un chantier, fourniture de pierres, fourniture de bois, etc. Je passe rapidement, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Le plan archéologique vous montre les différentes étapes de la construction, le chœur, comme je viens de vous le dire, le transept, la nef, et puis 1230, la plus grande cathédrale de l'Occident est déjà trop petite, et on commence à reconstruire des chapelles entre les culées des arcs-boutants, entre les culées des arcs-boutants. On commence par la nef, on continue par le chœur et on termine par l'abside. En même temps qu'on agrandit vers le nord et le sud les deux pignons de transept qui, évidemment, étaient engloutis par cette extension. L'élévation intérieure était d'abord à 4 étages. Grandes arcades, ici, tribunes, roses, et puis les fenêtres hautes, qui sont aussi larges qu'elles peuvent, mais sont un peu courtes quand même. Les rosaces n'avaient pas un rôle très défini. Apparemment, elles étaient là pour ventiler des combles, des appentis qui couvraient les tribunes. L'édifice était uniquement éclairé par les baies hautes et puis les baies qui étaient dans les tribunes et puis les bas-côtés. Donc c'est un édifice qui est encore resté assez sombre. Le couvrement était à croisée d'ogive, sexpartite, dès le début. Et c'est un principe constructif qui a été adopté du début jusqu'à la fin de la construction de la cathédrale, avec une idée qui, à mon avis, est une idée absolument extraordinaire. On est à l'époque où l'architecture gothique est en pleine ébullition. On en invente tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, quelque chose de nouveau. On est dans une véritable révolution architecturale, et pourtant, le parti pris de la construction de la cathédrale en 1163 reste le même jusqu'en 1220. Il n'y a pas d'ego chez les architectes à cette époque, il n'y a que le respect d'un projet initial et d'une œuvre architecturale. Je fais aucune référence à d'autres temps comme ceux d'aujourd'hui.
Ça, c'est absolument admirable. C'est la première grande leçon d'architecture, je pense, que cette cathédrale nous montre. Et puis, le couvrement voûte sexpartite de plan sensiblement carré de 12 mètres environ de côté, en moyenne. Je dis en moyenne parce que la géométrie est un peu plus capricieuse. Vue extérieure, voici les baies hautes, voici ici les rosaces qui normalement ventilaient le comble, dont on a ici la trace du solin. Les colonnettes que vous avez là sont celles-ci, la baie haute est ici. Donc tous ces vestiges sont parfaitement clairs et parfaitement conservés sur le bras nord du transept. Vers 1230, dans le but supposé de l'amélioration de l'éclairement des vaisseaux hauts, les baies hautes furent agrandies vers le bas en supprimant donc les rosaces. Alors les toitures en appentis furent remplacées par des toitures en bâtière. Alors là on voit très très bien, ici c'est très très clair, voici les baies hautes initiales, avec leur appui ici. On crève l'ensemble de la maçonnerie ici, on relance à l'intérieur ici une baie nouvelle, et quand vous regardez ici l'arc brisé probablement tiercé de la baie initiale et l'arc brisé ici de la nouvelle baie qui vraisemblablement était un arc éculateur, eh bien on voit très très bien l'évolution stylistique. Donc les baies sont agrandies vers le bas, l'appentis évidemment ne marche plus, il faut le remplacer et on le remplace par une toiture en bâtière telle que vous la voyez ici. Les gouttereaux à ce moment-là furent surélevés de l'ordre d'1 mètre. On voit ici l'ancienne corniche et puis l'ensemble est surélevé d'1 mètre. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les arcs-boutants actuels, à très longue volée. Et quand vous regardez cette coupe, vous voyez que cette longue volée surmonte 2 vaisseaux. Premier déambulatoire, deuxième déambulatoire. C'est un cas assez rare, je n'en connais pas d'autres, et c'est assez exceptionnel. Lors de la grande restauration de 1844 à 1864 par Lassus et Viollet-le-Duc, Lassus était chef d'équipe à l'époque et puis sa disparition précoce a mis ensuite Viollet-le-Duc sous les feux de la rampe. Lassus et Viollet-le-Duc ont rétabli ici sur la première travée de nef, la première travée de chœur et les 2 travées de bras nord et bras sud, l'élévation à 4 étages. Alors, évidemment, on ne ferait pas ça aujourd'hui, on n'oserait pas le faire. Aucune commission nationale nous donnerait l'autorisation. Mais très secrètement, qu'est-ce qu'on est content qu'il l'ait fait? Parce qu'en définitive, on voit l'élévation initiale de la cathédrale. Alors, on peut aussi contester à Viollet-le-Duc, malgré ce caractère pédagogique très poussé, d'avoir rompu avec le parti initial de respect de l'œuvre par les maîtres d'œuvre. Au XIIe siècle, les maîtres d'œuvre gardent un parti qui tiennent jusqu'au bout. En 1230, les maîtres d'œuvre disent on n'y voit pas assez clair, ils abaissent les baies hautes, non seulement dans la nef, mais aussi dans le chœur. Donc ils respectent le principe de l'homogénéité de l'architecture. Et là, on peut contester à Viollet-le-Duc que pour des raisons pédagogiques ou didactiques, il ait voulu restituer cela. Ceci étant, on est très content quand même, mais ce n'est pas le sujet du jour. Opportunité exceptionnelle, en décembre 2010, un relevé exhaustif de la cathédrale fut réalisé par la méthode de la laserométrie, dit scanner 3D ou nuage de points dont on a parlé tout à l'heure. Et ce fut l'occasion d'étudier de façon plus fine la stabilité des voûtes du chœur qui faisait depuis longtemps l'objet de débats. Donc voici l'opportunité. Alors, on regarde, donc vous avez ici l'élévation initiale, voici la voûte sexpartite, et quand on regarde la construction des voûtes sexpartites, quand on regarde l'appareil, ici vous avez le doubleau, ici vous avez les 2 ogives, et ici on a cet arc intermédiaire qui est ici, qu'on prendrait pour un doubleau. Mais lorsqu'on regarde la façon dont l'appareil des voûtins s'accorde avec le doubleau proprement dit, on voit que l'appareil est quasiment perpendiculaire au doubleau. Ce qui n'est pas le cas ici pour l'ogive, ni celle-ci ni celle-là, et encore moins ici. Donc ici, il ne s'agit pas d'un doubleau, il s'agit d'une 3e ogive. Et à mon avis, là, on commence à rentrer simplement par l'observation constructive, on commence à rentrer dans la compréhension
à la fois de la structure et de l'architecture. Ce sont des voûtes qu'on va appeler à la française, c'est-à-dire que là, les nervures, que ce soit doubleau, que ce soit ogive, sont rapportées en dessous ou sont plutôt indépendantes des voûtins qui sont construits par-dessus. On construit d'abord les nervures, puis ensuite, grâce à un système qui a été imaginé, ces cerces volantes qui ont été imaginées peut-être à juste titre grâce à sa documentation par Viollet-le-Duc, on construit les voûtins par-dessus. Mais pendant ce temps-là, on peut vite décoffrer les cintres qui soutiennent les ogives, qui ont déjà pris leur forme, les mortiers ont fait leur prise, et on peut transférer ensuite les cintres ailleurs, ce qui évite toutes les problématiques de la persistance des cintres ou des coffrages pour la construction des voûtes primitives, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est illustré par beaucoup de témoignages qui montrent la rapidité ou la performance nouvelle de construction qu'on voit apparaître au XIIe siècle à l'épopée gothique. Ces nervures ne pénètrent donc pas dans les voûtins, contrairement aux voûtins angevines, où les nervures pénètrent dans la voûte elle-même. On peut donc dire que les nervures sont indépendantes des voûtes, à ceci près que quand les mortiers font leur prise et font leur tassement, que ce soit le tassement des voûtins ou le tassement des voûtes, ça marche ensemble, et que si constructivement les voûtes et les nervures sont indépendantes, structurellement, elles sont cohérentes et elles marchent ensemble. Et ça va nous aider à ce moment-là sur la manière de calculer les pressions de ces voûtes. Alors je vous emmène maintenant dans une sorte d'exercice que j'apprécie beaucoup parce que pour moi c'est une curiosité. La technique de calcul des pressions des voûtes a été inventée au XIXe siècle, enfin, depuis le temps qu'on tâtonnait, au XIXe siècle. Méry invente la méthode d'analyse des voûtes par ce qu'on appelle la statique graphique. Alors c'est une méthode qui fait rire tous les ingénieurs aujourd'hui, mais c'est pour les architectes une espèce de stéthoscope qui leur permet de connaître très vite la réalité des pressions, même si c'est relativement large, ça manque peut-être d'une certaine finesse, et encore on peut y revenir, mais ça permet d'avoir très très rapidement, d'une façon même directement sur le chantier, des résultats sur l'état d'équilibre. Donc c'est cette méthode que j'ai adoptée, que tous les architectes du patrimoine peuvent apprendre, ce qui leur permet d'être très réactifs sur la stabilité des voûtes. Alors voici, ici, il s'agit de la stabilité, de l'analyse donc de stabilité, de la partie de voûte concernée par le doubleau. Voici le doubleau, ici. Voici ici le formeret, voici l'ogive, et voici la troisième ogive. Et ce qui repose en fond sur ce point d'appui, c'est toute la partie de nervures qui sont ici et les voûtes qui lui correspondent jusqu'à l'arête ici de la pénétration en quelque sorte de la troisième ogive. On se rend compte donc qu'il ne s'agit que d'une partie de la voûte qui prend appui sur ce qu'on va appeler l'appui fort. L'appui fort par opposition à l'appui faible qui est celui qui reçoit donc la troisième ogive et les maigres quartiers de voûte qui lui correspondent. La voûte présente un bombement assez prononcé d'une hauteur de 8,14 m au-dessus du chapiteau et la clé de voûte est à 2,30 m au-dessus de la clé de voûte du doubleau. C'est-à-dire que la clé de voûte du doubleau qu'on présente ici en géométral, qui correspond donc à l'élévation ici, la clé de voûte ici de l'ogive que j'ai représentée en géométral ici, la différence d'altitude entre ce point-là et ce point-là est de 2,30 m. 2,30 m, ça signifie un bombement très significatif. Et ce bombement est utile parce que plus une voûte est élancée, moins elle exerce de poussée. Et le rapport poussée-poids est très en faveur du poids. Donc, et privilégie en quelque sorte la stabilité de l'édifice. On va y revenir après, non sans juste faire une brève incursion dans « et après, qu'est-ce que ça devient ?» Ben après, on sait que la voûte sexpartite devient la voûte quadripartite, que la voûte quadripartite est quasiment pas bombée et va exercer à ce moment-là sur les appuis des poussées ou des pressions beaucoup plus importantes. On y reviendra après, juste avant ma conclusion. Alors ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que contrairement à ce qu'on croit, le doubleau est quasiment plein cintre et non pas
en arc brisé. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'ogive est quasiment plein cintre, voire même légèrement surbaissé. Je vous montrerai des relevés qu'on a pu faire récemment à ce sujet. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les voûtes, les croisées d'ogive ne sont pas suivant un principe de combinaison d'arc brisé, mais plutôt une combinaison d'arc plein cintre. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant d'observer. Alors, j'avance, pardonnez-moi. Là, c'est l'épure sur la troisième ogive, que voici, ici. Voici le goutreau que vous reconnaissez. Et à cette troisième ogive correspond évidemment cet élément de voûte, plus son symétrique de l'autre côté, bien entendu. Et les résultats auxquels on arrive sont assez étonnants. Vous avez à gauche l'état des poussées au niveau du doubleau, de l'appui du doubleau, donc de l'appui fort, et à droite, l'appui faible. D'abord, vous voyez que les voûtes sont beaucoup moins bombées à gauche qu'à droite. Et alors ensuite, le résultat des pressions, c'est le suivant. À gauche, le doubleau, poussée 16 tonnes 60, poids 33 tonnes, avec le tas de charge, ça fait 93 tonnes 70 de poids. L'appui faible, ici. La poussée, 5 tonnes 50, c'est-à-dire exactement le tiers, la moitié, c'est exactement la moitié de la poussée au niveau du point de l'appui fort. Et le poids, 9 tonnes 66 contre 33 tonnes. Pardon, je me trompe, je corrige. La poussée de l'appui faible est du tiers de la poussée de l'appui fort. Et le poids de l'appui faible, 9 tonnes 66, est sensiblement en dessous du tiers du poids de l'appui fort. Le tas de charge, lui, est beaucoup plus réduit, puisqu'il est de 58 tonnes. Alors, voilà quels sont les résultats. Donc, on sait qu'au fond, une voûte sexpartite partage la charge d'une voûte de l'appui fort à l'appui faible de l'ordre de 1 tiers, 2 tiers. Alors maintenant, la question de, maintenant qu'on sait quels sont les efforts provoqués, quelles sont les réactions aux appuis. Alors la question du contrebutement a été longtemps controversée. D'après Alain Erland-Brandenburg, qui est le grand historien de la cathédrale de Notre-Dame, la cathédrale ne devait pas comporter d'arc-boutant à l'origine. Bon, pour moi, c'est un peu une surprise. Donc, je me suis, profitant de l'analyse faite par Andrew Tallon et son relevé remarquable, je me suis dit, c'est le moment d'essayer d'évaluer si la voûte tient, si la cathédrale tient, sans arc-boutant. D'après Erland Brandenburg, les arcs-boutants servaient à porter l'aqueduc, permettant de récupérer les eaux pluviales pour les emmener jusqu'à l'extérieur des goutreaux des bas-côtés. L'analyse statique, la voici. À gauche, l'appui fort, à droite, l'appui faible. Vous avez ici la résultante des pressions issues de la voûte. Puis, on imprime la surcharge provoquée par le tas de charge. On arrive au point B. Au point B, on reçoit la surcharge. Pardon pour le triangle vide qui représente un cône, mais je ne voulais pas vous distraire par des découvertes très intéressantes qu'on a fait récemment avec les analyses de charpente. Restons-en, comme pour Saint-Martin-au-Bois, restons-en à la maçonnerie. Ici, la surcharge provoquée par la charge de la toiture plus du goutreau amène à une verticalisation de la résultante au point B qui nous amène ici. Mais on voit très bien que la résultante sort très vite du milieu des murs. Donc normalement, celui-ci devrait s'effondrer. Ça, c'est le parti doubleau. Ici, au niveau de la troisième ogive, on fait la même chose. Donc, poussée, pression de la voûte, réduction par le tas de charge, réduction par la surcharge ici. On arrive au point C. On est presque bien. Ça, c'est intéressant. On est presque bien. Donc, conclusion. Même si on est presque bien une travée sur deux, on est très mal les autres travées. Donc, la cathédrale ne peut pas exister à partir du jour où elle est voûtée, elle ne peut pas résister sans arc-boutant. Première évidence
Désolé pour les historiens, mais le constat structurel montre qu'il y a un autre élément d'information documentaire qui est l'analyse de l'édifice. Alors, que se passait-il avant le XIIIe siècle? On a changé d'arc-boutant. On a sur la terrasse nord du déambulatoire, c'est-à-dire du chœur, on a cet arc-boutant assez curieux, à 2 volets. C'est le seul qui subsiste. Tous les autres sont à une seule très longue volée. Et cet arc-boutant est assez curieux parce que même s'il a ici une culée intermédiaire qui paraît le dater d'une façon très tardive, en revanche, il dispose d'un détail extrêmement important. Vous voyez ici l'arc-boutant qui vient buter ici sur le goutreau est porté ici par une colonnette. Et ça, c'est tout à fait une disposition primitive des premiers arcs-boutants. On avait peur, au fond, que l'arc-boutant qui pose, qui fait pression, qui est posé simplement sur le goutreau sans aucun encastrement, risque de glisser vers le bas. Et à ce moment-là, on met une colonnette. Jusqu'au jour où on se rend compte que la colonnette est inutile. La colonnette, on la trouve à Galardon, on la trouve à Saint-Pierre-de-Chartres, on la trouve dans beaucoup de cas où ce sont les premiers arcs-boutants du XIIe siècle qui sont mis en place. C'est manifestement la signature d'un arc-boutant assez tardif. Donc même si la culée ici paraît assez tardive, pardonnez-moi, ça, on a à peu près l'évidence d'un arc-boutant probablement antérieur aux arcs-boutants du XIIIe siècle. Partons là-dessus, première hypothèse. Alors, on refait l'analyse de stabilité. Alors, je commence par là. Ici, donc, on a tout l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, on a pris l'arc-boutant comme étant quelque chose qui pousse. C'est-à-dire, on a pris l'interprétation de l'arc-boutant non pas comme un élément d'étai qui va reporter les poussées excédentaires de la voûte vers les culées de l'arc-boutant, mais quelque chose de beaucoup plus intelligent et beaucoup plus acrobatique, mais beaucoup plus gothique, qui est, à une pression, on impose une autre pression. Alors ça, ce qui est absolument prodigieux, c'est d'abord de savoir doser ces valeurs, de pousser, mais de savoir les doser aussi au moment où on construit les fondations de l'arc-boutant, en sachant qu'ensuite, tout ce qui va se passer, 10, 15, 20 ans après, va être équilibré. Alors ça, c'est absolument bouleversant, et ça ouvre un univers de stupéfaction sur la compétence des architectes de l'époque gothique. Donc voici, poussée de l'arc-boutant, excusez-moi, surcharge par l'effet ici de la toiture et du goutreau. On dit toujours les arcs-boutants sont placés trop haut, mais pas du tout, regardez. À partir du moment où il y a cette combinaison-là, regardez, la résultante part très vite ici et vient attaquer la poussée issue de la voûte quasiment dans le tas de charge. Plus cette pression arrive vite et plus vite se fait la correction de la résultante. Et plus tard elle se ferait en redescendant l'impact de l'arc-boutant, et plus tard se ferait cette correction. À la limite même, on serait déjà trop tard, on serait déjà dans le tiers extérieur de la maçonnerie. Ça serait trop tard pour l'équilibre. Là, c'est très intelligent, regardez comme c'est bien placé. Malgré tout, ça ne marche pas tout à fait bien. Évidemment, on pourrait se dire, bon, ben, c'est pris en relais ici par les poussées des voûtes issues de la tribune. Mais quand même, il y a une période ici où il va y avoir cisaillement. Alors, on peut se dire, alors pardon, je vais vite ici quand même pour vous dire la résultante au niveau de la travée faible, mais c'est presque parfait. On est pile dans le centre de la maçonnerie, c'est idéal, c'est magnifique. Donc on se dit, voilà, ça, on est en pleine perfection de construction. Et alors, comment est-ce qu'on peut imaginer l'équilibre ici? Deux facteurs. Vous avez la baie haute ici, la rosace ici. Entre les deux, vous avez une continuité de maçonnerie qui peut faire chaînage. Même si on n'est pas obligé de considérer que c'est armé par des crampons tels qu'on peut les voir ici, en partie haute de la corniche, cette continuité de maçonnerie permet une diffusion des pressions. D'une part. D'autre part, l'appentis qui est ici fait office en quelque sorte de contre-fiche. Cet aimant qui a pour effet de contrebuter en quelque sorte un mur et permet aussi de répartir sur le linéaire les pressions excédentaires, voire éventuellement de prendre appui sur la culée ici de l'arc-boutant. Donc on peut se dire qu'ici, tel que l'analyse statique le montre, on est dans un équilibre très précaire,
limite, mais que par deux accessoires qui sont la continuité de la maçonnerie et puis par la charpente ici de la Panty, on est en stabilité. Ça nous conforte dans l'analyse de l'architecture du XIIe siècle. Alors, maintenant, vers 1230. 1230, allongement des baies hautes vers le bas, ça supprime les deux appoints de stabilité, ça supprime la continuité horizontale de maçonnerie qui était située entre les baies hautes et les rosaces, d'une part, et ça supprime la Panty qui permettait d'avoir le contrebutement. Ça, c'est la configuration actuelle avec les terrasses telles que restaurées par Viollet-le-Duc. On a cet immense arc-boutant qui est ici, et puis on surélève en même temps le goutreau de l'ordre d'1 mètre. Alors, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Eh bien, on essaye de compenser justement la disparition du contrebutement tel qu'il avait été réalisé au XIIe siècle. En surélevant le mur, on accentue le poids des maçonneries sur la partie qui va recevoir les pressions. Donc, on va avoir tendance, par un effet pinacle, à verticaliser la résultante. Et en remplaçant l'arc-boutant à volet simple par un arc-boutant à double volet, on va augmenter sa poussée. Le calcul de la poussée de l'arc-boutant à volée longue, c'est de 7,90 tonnes, alors que précédemment, c'était 4,25 tonnes. On ne double pas totalement, mais on a augmenté considérablement la contre-poussée, en quelque sorte, de l'arc-boutant sur les voûtes. Et on voit encore ici qu'on n'a pas si mal placé que ça. Alors, conclusion ici, voici, bon, les voûtes, c'est toujours les mêmes, je ne les ai pas changées. Surcharge ici, qui est accentuée par le fait qu'on a remonté la maçonnerie. Poussée de l'arc-boutant. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne une résultante qui est presque parfaite. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, après la modification des baies hautes, on compense par des arcs-boutants plus importants et on compense par une surcharge des goutreaux. Bien, tout va bien. Tout va bien. Ben, regardez là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'arc-boutant pousse trop. Il y a une poussée excédentaire de l'arc-boutant qui fait que la résultante va vers l'intérieur. Donc, on n'a pas résolu le problème seulement ici, mais on l'a aggravé ici et on a provoqué un déséquilibre inversé. Gros problème. Alors, c'est consternant. On a pris des mesures récemment. On a pris des mesures en comble au-dessus des voûtes. Ça, c'est la rase des voûtes au niveau des corniches. Travée forte, travée faible, travée forte, travée faible. Ça, c'est le profil exagéré du mur. Goutreau au niveau des corniches. Renversement vers l'intérieur au niveau des travées faibles. Donc, on a l'illustration des stigmates sur la maçonnerie de cette poussée excédentaire. Et au niveau du tas de charge, c'est moins important, mais c'est important quand même. Alors, on a confirmation d'une part que les poussées excédentaires de l'arc-boutant provoquent un renversement des maçonneries, qu'on a un état d'instabilité qui est né au XIIIe siècle sans le vouloir. On a aussi une chose importante, et ça, je voudrais revenir sur la conférence qui a été donnée ce matin sur les charpentes, où le rythme des charpentes du comble de Notre-Dame ne suit pas du tout le rythme des voûtes. Donc, on a une distribution complètement aléatoire des entrées par rapport aux voûtes, d'une part. Mais d'autre part, on voit bien que les réactions des murs goutreaux sont totalement indépendantes des efforts provoqués par la charpente. Et là, on a essayé de prendre en compte le rôle que peut avoir les sablières dans cette répartition des poussées des travées de ferme, chevrons, sur les sablières, permettant d'être envoyées ensuite sur les fermes maîtresses et les trésillements provoqués par les entrées. Et des études récentes qui ont été faites, qui ne sont pas complètement terminées sur les charpentes de Notre-Dame, ont montré des choses assez extraordinaires sur justement le rôle de ces structures. Puis aussi une chose très très intéressante, et je me permets d'en faire vite une incise, sur le fait qu'on a peut-être découvert sur les charpentes de Notre-Dame un système de levage des charpentes, non pas avec un plancher de travail, mais avec un certain nombre de systèmes de tabourets qui étaient la base des fermes, tabourets qui étaient construits par les charpentiers, qui leur permettaient à ce moment-là d'avoir une espèce de point structurel
cohérent pour lever les éléments et ensuite monter les premières fermes, à partir desquelles ensuite il développait les autres. Et ça, je pense qu'on sera amené à en reparler très volontiers et très prochainement. J'en termine avec... au fond, c'est ceci qui risque de se passer, c'est-à-dire poussée excédentaire au droit des travées faibles et parfait équilibre au droit des travées fortes. Et puis, juste un détail, voici un relevé qu'on a fait sur une ogive normale, c'est-à-dire une ogive diagonale, et où on voit qu'on a un centre qui est ici, qui correspond à ceci, et un deuxième centre qui est ici, qui correspond à cela. Et qu'est-ce que ça veut dire? On est presque sur un arc en anse de panier à 3 centres, qui est la forme la plus simple de construire une ellipse. Et une ellipse, c'est la section d'un berceau par un plan qui n'est pas perpendiculaire à son axe. Et ça prouve bien donc qu'on est ici devant un système issu du plein cintre pour ce qui concerne la définition des voûtes à creuset d'ogive. Alors, j'en termine rapidement. Ceci est une photo du bras nord du transept. Le bras nord du transept est couvert par une voûte sexpartite. Travée forte, travée faible, travée forte. Il n'y a pas d'arc-boutant. Il y a juste un petit contrefort qui est ici. Bras sud, c'est pareil. Alors, là aussi, c'est bigrement curieux, parce que pourquoi est-ce qu'il y a autant d'arc-boutants sur le chœur et pas sur le transept? Donc, ils avaient bien conscience qu'il n'y avait pas besoin d'arc-boutants au niveau de l'appui faible. Alors, pourquoi? Juste un petit détour par Beauvais. Beauvais, vous savez, la disposition primitive de Beauvais, je cherche mes notes, pardonnez-moi. La disposition primitive de Beauvais est illustrée ici par des voûtes quadripartites au niveau du chœur. Voûte sur plan Barlon, donc ça c'est le gothique classique dans son apothéose, et qui est le système de couvrement qu'on trouve pratiquement dans toutes les cathédrales du XIIIe siècle et au-delà. Mais les voûtes s'effondrent en 1225. Elles sont reconstruites en voûtes sexpartites. 84, pardon. Ah oui, le chœur, c'est... merci. Le chœur, c'est 1225 et l'effondrement, c'est 1284. L'effondrement des voûtes est suivi par une reconstruction suivant la même travée barlongue, mais en sexpartite. Les élévations intérieures de l'architecture, évidemment. Voici ici, on crée cet appui-là. Donc on va subdiviser les baies hautes, le triforium. On va même subdiviser ici, on voit très bien ici, la grande arcade primitive qui va être subdivisée ici. Et même, on va en faire presque un élément de décor. Regardez, cette rosace qui a été inventée, là où on vient combler la partie haute de la grande arcade. Et puis, voici un nouvel appui, les baies sont redivisées, le triforium est subdivisé. On recrée en quelque sorte une architecture sexpartite. Sauf que on ne double pas les arcs-boutants. On ne rajoute pas d'arcs-boutants sur les nouvelles travées, sur les nouveaux appuis faibles. Donc ça veut bien dire qu'à la fin du XIIIe siècle, on sait déjà que ce n'est pas la peine de mettre un arc-boutant sur les travées à appui faible. Alors pourquoi est-ce qu'à Notre-Dame, on a fait ça? Alors je pense que la réponse n'est pas une réponse structurelle. La cause n'est pas structurelle. Elle n'est pas non plus parce que ces gens ne savaient pas construire. Au contraire, on a vu là la démonstration, et puis on pourrait continuer à l'infini, sur le fait qu'ils maîtrisaient absolument parfaitement leurs principes constructifs. Alors, il faut regarder maintenant la façon dont cette architecture est réalisée. Immense régularité. J'en termine. J'en ai pour 2 secondes. 3 photos. Parfaite régularité. Contrairement aux architectures des cathédrales du début du XIIe siècle, il n'y a plus de points forts et points faibles. Le point fort et point faible s'arrêtent au niveau des chapiteaux. Regardez, sous les chapiteaux, 1 colonne engagée, 2, 3 colonnes engagées. Ici, ça correspond aux formerets, pardon. Et ici, ça correspond aux ogives. Mais c'est pareil, vous avez exactement
le même système. On part donc dans le principe d'une architecture régulière, travée par travée, quel que soit son système de couvrement. Il n'y a plus de points forts ni de points faibles, il n'y a que des points d'appui. Alors, pourquoi pas à l'extérieur? Et peut-on imaginer, à l'extérieur, d'avoir un arc-boutant sur 2? C'est totalement impossible, non pas du point de vue structurel, mais je pense que c'est la raison de l'architecture qui a amené à prendre ces dispositions. L'absence d'arc-boutant sur la travée faible du transept, personne ne le voit. Mais sur le développement du chœur, imaginez un seul instant que tout d'un coup, alors qu'on cherche une régularité travée par travée de la cathédrale à l'intérieur, pourquoi on ne la respecterait pas à l'extérieur? Et je pense que ça, c'est le point de départ de l'explication que je vous propose pour justifier de la présence des arcs-boutants, même au détriment de la stabilité pour le chœur de Notre-Dame. Je vous remercie.